Alors, écoutez, je vous remercie de votre visite, de venir à l'IRMC pour cette présentation d'ouvrage. Alors, l'IRMC organise des présentations d'ouvrages en principe toutes les 2 semaines. De temps en temps, c'est un peu plus espacé, ou alors on arrive à en avoir une toutes les semaines, mais le rythme habituel est une toutes les 2 semaines. Et on apprécie beaucoup que le public soit souvent issu de disciplines différentes, ce qui permet aux conversations d'avoir des entrées multiples et qu'on ne soit pas uniquement entre historiens, uniquement entre anthropologues ou sociologues ou d'autres disciplines. Donc voilà, aujourd'hui, je vous présente les 2 intervenants que beaucoup d'entre vous connaissez déjà. Leila Blili est professeure émérite à l'Université de la Manouba, où elle enseigne depuis 1988. Elle est spécialiste d'histoire sociale et d'histoire de la famille. Elle vient aujourd'hui nous présenter son dernier ouvrage qui s'intitule « Les femmes de la maison husseynite, El Halim El Massoul », qui est donc le dernier volume d'une trilogie. Enfin, c'est moi qui ai dit trilogie, mais je ne sais pas si tu as l'intention d'en faire d'autres. Voilà, donc trilogie. Non, Pourquoi? Il pourrait y avoir le tome 4. En tout cas, le tome 1 est paru en 2012 et s'intitule « Sous le toit de l'Empire, la régence de Tunis, 1535-1666 ». Le tome 2 paru 5 ans plus tard, donc en 2017, sous le même titre, Sous les toits de l'Empire, mais avec un sous-titre différent, Dey et Bey de Tunis, 1666-1922. Et à nouveau, 5 ans plus tard, en 2022, avec le 3e tome, la focale se réduit encore un peu pour étudier les liens tissés au cœur de la maison husseynite, notamment les liens d'alliance, si important pour compléter notre connaissance des questions politiques par le versant moins visible des questions d'alliance et des questions matrimoniales. Mais ce que Leila Blili a fait dire aux archives consultées ne se limite pas aux intrigues de palais souvent associées à la notion de harem. Elle retrace les parcours des enfants nés dans ces maisons husseinites, dans la maison husseynite, et tous les enjeux dont ils étaient porteurs. Donc voilà, cet ouvrage est complété par des notices bibliographiques des princesses en fin d'ouvrage, ce qui est très utile pour se repérer dans la lecture, parce que bon, on ne connaît pas tout le monde évidemment. Leila Blili a publié de nombreux articles sur la Tunisie ottomane que je n'énumérerai pas ici. Mais voilà, donc elle nous présentera l'ouvrage pendant une vingtaine de minutes. Et Rida Boukra en donnera sa lecture d'anthropologue, de socio-anthropologue. Je le présente brièvement aussi. Il est professeur de sociologie à la faculté des lettres et des sciences humaines de Tunis. Il a dirigé le département de sociologie de la faculté et en a été le doyen. Il a également été doyen de l'université Mahmoud El-Matri de Tunis. Et au cours de sa carrière, M. Boukra s'est intéressé à des thématiques variées, comme ces quelques titres le montreront. En 2014, il a publié La fracture écrit sociologique post-révolutionnaire. En 2010, ou je devrais dire dès 2010, un ouvrage sur la biodiversité et la protection de l'environnement, dans lequel il étudiait les modes de gestion des parcs nationaux en Tunisie. Donc un intérêt pour les questions de protection et de biodiversité en 2010. Et avant ça, et c'est à ce moment où nous nous étions rencontrés, un travail d'anthropologie sur l'anthropologie du tourisme qui s'intitule Hamamet, études d'anthropologie touristique en 2008. Donc je ne vais pas remonter au-delà de cette date, mais il y a une bibliographie très, très étoffée. Si vous jetez un œil, ça vous convaincra de la variété de ces objets de recherche. Voilà, donc je te donne la parole, Leila. Je crois que c'est lui qui va commencer. Ah, si vous voulez commencer. Non, moi, j'obéis aux ordres. Alors, si vous obéissez aux ordres, on va demander à Leila de commencer. D'accord. Comme ça, elle présente
la manière dont elle a conçu l'ouvrage, dont elle l'a écrit, elle en dit ce qu'elle veut, et ensuite vous réagissez plutôt que l'inverse. Je suis. D'accord. Voilà, merci. C'était plus commode qu'il commence à parler. Hein. Ça marche. Donc peut-être qu'on aurait dû en parler un peu avant, je suis désolée. C'est pour le public. Voilà. Comme Katia a bien voulu présenter ses ouvrages, en fait, c'est une série de 3 livres dans lesquels je revisite, entre guillemets, la période moderne de la Tunisie, qui est la période ottomane. Alors, en gros, la période ottomane a toujours été étudiée par petits bouts. On a toujours saucissonné, donc pour ceux qui ne connaissent pas trop la période, c'est de 1556 à peu près, justement, jusqu'à quand moi je considère que l'époque ottomane se poursuit, même après le protectorat, en 1881, et qu'elle s'arrête avec la disparition de l'Empire. C'est pour ça qu'en gros, je m'arrête 1922-24. Alors, cette période, elle a toujours été appréhendée d'une manière un petit peu convulsive, c'est-à-dire pour avoir enseigné de très nombreuses années, on avait du mal à la présenter dans sa cohérence. On parle d'une première période de Pacha, qui aurait duré une vingtaine d'années, ensuite une période de Dey, tout en rappelant que, puisqu'on a des collègues, des petits jeunes algériens, que l'institution du Dey a commencé en Tunisie, bien avant l'Algérie. Et ensuite, on a eu une période d'une 60aine d'années qu'on appelle la période des Beys mouradites, ou de la monarchie mouradite, et ensuite les Husseinites. Donc on est dans un petit peu un découpage chronologique, un peu on va dire, convulsif, qui ne donne pas du tout de cette période une certaine cohérence. Alors, et deuxième thème aussi pour l'époque ottomane, c'est que la Tunisie serait aussi très autonome par rapport à l'Empire ottoman. Et cette deuxième idée a construit le récit national en Tunisie. La naissance de la nation commence justement par une mise à distance par rapport à l'Empire. Donc c'est un petit peu ces deux idées que j'ai remis en question dans cette trilogie. Chercher une cohérence à l'époque ottomane, c'est-à-dire et puis une continuité, et deuxièmement, montrer justement que cette idée d'autonomie doit être reconsidérée dans la mesure où la Tunisie, la régence de Tunis, était quand même très rattachée à l'Empire ottoman, par des liens symboliques, mais surtout par des liens de légitimité de pouvoir. C'est-à-dire, les beys de Tunis, à n'importe quelle époque, ne pouvaient être tranquillisés sur leur sort que après avoir reçu le firmament d'investiture, et ce n'est pas rien. Administrativement, on est peut-être un peu loin. Alors, maintenant, la caractéristique de la régence de Tunis, alors, l'aspect comparatif est très important dans cette trilogie. Justement, à regarder les relations Tunis-Istanbul et vice-versa, beaucoup de choses nous échappent. Il fallait remettre la Tunisie dans un contexte plus vaste, dans un contexte à la fois impérial, de l'Empire, de la Méditerranée. Regardez un petit peu ce qui se passe à droite et à gauche, c'est-à-dire à Alger, à Tripoli, voire même au Caire, et puis au nord de la Méditerranée aussi, les relations avec les pays européens. Donc, je commence toujours dans ces 3 ouvrages par un tour d'horizon sur ce qui se passe en même temps, simultanément. Et c'est peut-être ça la difficulté, c'était de saisir d'une manière simultanée ce qui se passe à Tunis, à Istanbul, à Alger et à Tripoli. Et ça valait la peine parce que j'ai découvert beaucoup de choses, justement. Qu'il y a une circulation des hommes de l'administration, particulièrement les pachas. Ils sont nommés à Alger, à Tunis, à Tripoli, donc il y a une ronde, il y a une véritable valse, etc.
Donc voilà un peu, si vous voulez, l'objet de cette trilogie, dans laquelle j'ai aussi introduit un autre découpage chronologique que celui qui est habituel, mais en fait il est plus formel. En fait, moi j'aurais voulu travailler dans il y a un continuum pour ces 3 ou 4 siècles, et c'est un continuum par les femmes. Et je vais vous dire comment. Alors, comment est-ce que j'ai posé la question des femmes dans ce livre? La Vulgate ou l'historiographie conventionnelle nous dit toujours que le pouvoir turc est un pouvoir un peu postiche. Postiche, c'est-à-dire qu'il est donc un peu imposé, sans lien avec la société locale. Alors, j'ai voulu justement poser cette question. Quels sont les mécanismes par lesquels les Turco-Ottomans ont gouverné la régence de Tunis? Et c'est là que les femmes ont été introduites. Je me suis rendu compte que d'une manière assez exceptionnelle par rapport aux autres provinces impériales, très rapidement, les Ottomans se sont mariés à des femmes locales. Si on compare cela avec ce qui se passe à Alger, par exemple, ou à Tripoli, on verra que les Turcs sont restés quand même une caste militaire complètement coupée de la société locale. Tant et si bien d'ailleurs que si un janissaire épouse une femme algéroise ou autre, il perd un tas de ses privilèges en tant que soldat. Et les enfants de ces soldats, nés de femmes locales, qu'on appelle les Koroli, donc la famille existe encore, donc ils sont nés de pères turco-ottomans et de mères locales, à Alger, ils sont carrément exclus de l'armée, ce qui n'est pas le cas à Tunis. À Tunis, les Koroli sont inscrits dans les registres militaires et ils perçoivent leur solde dès leur naissance. Et puis on fait appel à eux quand ils deviennent adultes. Et donc on est quand même dans 2 configurations différentes. Ici, si vous voulez, il y a une intégration. Il y a un métissage entre guillemets, si vous voulez, entre Turcs et... Et alors cette histoire de métissage remonte à très loin. Elle remonte au début elle remonterait même avant, à la fin du XVIe. Mais les premières données, si vous voulez, palpables, remontent à un personnage extrêmement important qui s'appelle Othman Bey, qui est le Dey le plus important de la régence. Et à mon avis, c'est lui qui a instauré la paix ottomane. C'est lui qui a mis en place les mécanismes, si vous voulez, de maîtrise de cette province impériale. Et donc, Othman Bey, qui est mort en début de 1611, il a épousé des femmes, donc alors une femme, bon, la polygamie aidant évidemment, il va pouvoir en épouser plusieurs. Il a épousé une femme tribale, une tribu. Il a épousé une femme andalouse, parce qu'on ne doit pas oublier qu'en 1609, l'expulsion des Morisques a autorisé à plusieurs familles morisques de s'installer à Tunis. Donc Othman Bey a épousé une fille d'un grand savant, d'un grand homme de sciences juridiques et religieuses. Et son beau-père lui a permis justement de mettre la main sur les meilleures terres de la ville de Tunis. C'est important d'avoir dans la famille un juriste. Et ben vous trouvez tous les filons. Il a même épousé une fille de marabout ou de saint, Sidi Ben Aous. Et alors, ces multiples mariages. Alors, les enfants de Othman et les descendants de Othman Bey, par les femmes, sont restés au pouvoir jusqu'à la disparition de la monarchie en 1957. Alors, je m'explique. Dans ce régime militaire, Othman Bey, qui était donc un homme très puissant, ne pouvait pas transmettre le Deylika à ses fils. L'armée n'autorise pas, on ne fonctionne pas dans l'hérédité.
Mais ce qu'a fait Othman Bey, c'est qu'il va transmettre le pouvoir à ses gendres. Donc, il saute en fait une génération. Enfin, il saute une génération. Il ne transmet pas le pouvoir directement à ses fils, mais au mari de ses filles. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est peut-être le point le plus important que j'ai un petit peu remis, si vous voulez, que j'ai pu, comment dire, dénuder, c'est que la transmission se fait, pas d'une manière directe, pas à travers les hommes, pas à travers les fils, mais à travers les gens. Et la famille de Othman Bey, que vous connaissez, enfin pour les Tunisiens, tout le monde connaît Aziza Othman, la célèbre femme très charismatique, etc. Elle fait partie de la famille de Othman Bey, enfin j'en parle dans le deuxième tome, qui elle est, son identité aussi. Et puis alors, la petite fille de Aziza Othman, c'est la femme de Hassin Ben Ali, le fondateur de la dynastie Husseini, etc. Donc voilà un peu l'objet de ce livre, c'est de me poser la question à chaque fois qu'un homme monte au pouvoir, en me disant qui est sa mère et avec qui est-il marié. C'est-à-dire, je le remets dans un réseau de femmes, en fait. Sa mère, et puis son épouse, ses brus aussi, avec qui, dans quel cadre se fait l'échange. Donc tout le livre, c'est un petit peu ça, cette recherche de parenté par les femmes. Alors, évidemment, travailler sur les femmes, c'est très compliqué. Très peu d'elles sont connues. Donc, c'est un travail qui a demandé beaucoup de temps. Beaucoup de temps parce qu'en fait, c'est un puzzle. Jusqu'au XVIIIe siècle, généralement, où des femmes de tribus, une manière aussi d'avoir une assise sociale dans le pays, où ils épousaient des captives de la course, essentiellement. Ils se marient. Et plus tard, un peu avec les Andalous. Il y a eu aussi des mariages avec ces familles andalouses. Et au XVIIIe siècle, une guerre civile, les fils des beys passent 15 ans à Alger en exil, et là, ils découvrent un monde très différent, le monde des odalisques, donc des femmes qui viennent d'Istanbul, des caucasiennes et des géorgiennes, et ils reviennent avec justement des odalisques, et ces femmes ont, comment dire, ce sont des femmes qui ont été élevées peut-être dans la séduction, mais aussi dans l'exercice du pouvoir. Ce qui n'est pas toujours le cas pour les femmes de tribu. Donc, elles ont introduit de nouvelles mœurs, si vous voulez, entre autres, qu'elles ont participé, si vous voulez, à des intrigues de pouvoir, etc. Donc, bon, parce que c'est vrai que j'ai fait d'abord une reconstitution, mais aussi j'ai essayé de donner un certain changement dans les choix matrimoniaux, etc. Bon, autre idée aussi dans les choix matrimoniaux, toujours avec en tête cette histoire de comprendre le lien entre la société locale et la classe politique turco-ottomane. Ça reste ma problématique. Alors, là aussi, j'ai examiné les mariages de leurs filles, les filles des beys. Alors là, la règle est claire. Ils ne donnent jamais leurs filles en mariage à des autochtones. Jamais. Toutes les princesses beylikales sont mariées à des mamelouks. C'est une règle systématique. Un seul bey, Ahmed Bey, à l'époque de l'arrêt des réformes, a essayé de transgresser et il a donné 2 princesses à des autochtones. Ça n'a pas duré longtemps. D'abord, elle-même ne voulait pas être mariée à des Tunisiens. Ça leur a semblé très drôle d'avoir des belles familles, d'être enquiquinées par la belle-mère, etc. Parce que le mamelouk, c'est quelqu'un qui n'a pas de famille, c'est un esclave de surpoids, etc. Et le successeur d'Ahmed Bey, le jour même où il a pris le pouvoir, il a divorcé ses deux cousines de leurs époux. Il a obligé les époux à les répudier parce que dans sa tête, on ne peut pas donner, si vous voulez, une princesse à un autochtone. Parce qu'on reste toujours quand même dans une hiérarchie que les Turco-Ottomans sont supérieurs aux autochtones, malgré tout, hein, et c'est leur forme de légitimité.
Alors, je ne vais pas trop prendre du temps, mais alors, ma conclusion pour essayer de comprendre ce lien entre le... Bon, il y a beaucoup de choses que je n'arrive pas à... Enfin, ça me... J'en avais déjà encore 5 minutes, hein, si tu veux. Non, qu'est-ce que j'aurais... Je peux. C'est-à-dire cette question toujours du lien entre la société locale et le pouvoir. Culturellement, il y avait des coupures. Alors, il y avait entre autres sur la question des femmes, parce que la société tunisienne, par exemple, elle est très peu polygame. Aucun Tunisien n'irait donner sa fille à un esclave, parce qu'on reste quand même dans une société qui considère un esclave comme quelqu'un d'inférieur. Cette violence à l'égard des femmes, que j'ai pu observer dans le harem, par exemple, tuer les gendres, c'est une règle très courante. Non plus, on ne va pas la retrouver dans la société. Et je pense que la société locale tunisienne avait, si vous voulez, un regard sur le harem comme un haut lieu de désordre. Tout est à l'envers par rapport à la culture locale. Les esclaves dominent et les esclaves commandent. Les gendres sont des esclaves sans aucun lien de parenté, sans toute cette, comment dire, le nom, la famille, la remontée dans le temps, etc., qui sont les valeurs de la société locale, et aussi le pouvoir des femmes. Parce que dans le harem, même si elles sont exploitées, même si elles sont violentées, elles sont quand même très fortes, parce que les femmes sont fortes, parce que, encore une fois, dans le palais, dans la cour, si vous voulez, on a une grande majorité d'hommes esclaves. Et donc, si vous voulez, les femmes ont du pouvoir. Une princesse, elle a comme époux un esclave. Forcément, elle a de l'ascendant sur lui, et à la limite, c'est elle qui commande d'ailleurs. Dans les maisons médicales, ce sont les femmes qui commandent. Alors, tout ça paraît être un lieu de désordre par rapport à la société locale. Les locaux, les grandes familles font tout pour éviter des alliances avec les bêtes. Quand une grande famille est sollicitée pour un lien matrimonial, c'est un véritable malheur. Je donne l'exemple de la famille Bayram. Quand le bey a demandé en mariage sa fille, il a nourri une très grande détresse. Il en est mort d'ailleurs en disant que Dieu m'emporte avant de voir cette mésalliance. On est dans un truc à l'envers, c'est-à-dire que les familles locales considèrent une alliance avec la famille du pouvoir comme une mésalliance. Pour cette raison qu'à la fin, avec l'institution du protectorat, la disparition de l'esclavage, le tarissement aussi des femmes qui venaient d'Istanbul, des odalisques, qui sont des esclaves, les familles beylikales, alors soit ils se sont repliés sur eux-mêmes, c'est-à-dire des pratiques endogamiques, en se mariant entre cousins, etc., soit en épousant des femmes de milieux très très populaires, parfois leur propre servante. Alors tout ça pour dire qu'il y avait une coupure. Alors, pour conclure, moi je dirais que si la monarchie un petit peu a disparu, même si à partir de 1924, quand l'Empire ottoman a disparu, la monarchie s'est requalifiée, elle s'est donné une identité nationale. Les beys nationalistes, nous les connaissons, les prises de position, etc. Mais néanmoins, sa disparition quand même n'a pas suscité un très gros émoi dans le pays, justement, peut-être à cause de cette différence culturelle très profonde entre les valeurs de la société locale et les valeurs véhiculées par la cour et par le harem et par la famille beylikale. Voilà. Merci beaucoup, Laïla. Merci.
J'espère que, j'imagine que ça a donné envie de lire et de découvrir tout ça. Alors ça c'est ma lecture, hein. Maintenant vous allez avoir... Non, alors là une autre lecture. C'est ton écriture. Mais il y a déjà beaucoup de questions moi, dans ma tête, donc je les garde pour après. Et je donne la parole à Alida Boukla. Merci beaucoup. Alors, je dois me présenter, je suis un socio-anthropologue et la démarche du socio-anthropologue, c'est de conceptualiser le réel, n'est-ce pas? Il est préoccupé de concepts. Et moi, lorsque je lis l'ouvrage de Leila Blili, je ne peux pas fonctionner, qu'en tant qu'anthropologue à la recherche de concepts. Et la lecture de l'ouvrage de Leila Blili m'a suggéré un concept. Un concept, c'est le concept de pouvoir harémique. Donc, à partir de cette lecture, j'ai forgé un concept du pouvoir harémique. Harémique de harem. Du harem. Exactement. Harémique du harem. C'est pas un néologisme. Ça existe dans le français. L'autre démarche de l'anthropologue, c'est de construire des modèles. Et donc, j'ai essayé de construire le modèle du pouvoir harémique. Dans le livre de Leila Blili, elle n'en parle pas, mais il y a une esquisse de modélisation dans son livre. Et donc, qu'est-ce que je fais? Moi, j'essaie de radicaliser cette modélisation qui existe dans le livre de Blili, évidemment, à mes risques et périls, n'est-ce pas? Alors, mais je parle toujours sous le contrôle de Leila Blili. Et le nôtre. Hein? Et le nôtre. Et le vôtre, que vous êtes historienne, etc. Et je peux dire le public, par moi. Et le public, oui, bien sûr. Bien sûr. Je me soumets au jugement du public. Alors, donc, le titre de l'ouvrage de Leila Blili, c'est Les femmes de la maison hussinite al-Harim al-Massoum. Et donc je vais travailler sur la notion de Harim et de Massoum. Ce sont deux concepts. Et donc, moi j'ai envie de donner un autre titre au livre de Leila Blili. Ce serait l'anthropologie du pouvoir harémique à l'époque de Hussein. Parce que la démarche de Leila Blili est anthropologique. Elle est le livre montre que le harem est une pièce maîtresse dans le dispositif du pouvoir. Pièce maîtresse dans le dispositif du pouvoir. Le pouvoir est un dispositif où le harem est une pièce maîtresse, la religion, la société et le système de parenté. Et l'innovation de ce livre, c'est d'avoir introduit le système de parenté dans le fonctionnement du pouvoir. Et ça, c'est très rare chez les historiens. Le pouvoir, le système de parenté est même mal connu, même chez les anthropologues tunisiens, parce que c'est difficile, n'est-ce pas, le système de parenté. Alors que, comme on vous l'a dit, Leila Blili essaie de lier pouvoir et système de parenté. Deux variables. Et c'est ça l'innovation du livre. Tout de suite, je vous dis mon hypothèse, n'est-ce pas? Je vous donne mes cartes. Pour moi,
le pouvoir harémique, c'est un pouvoir qui est lié au système de parenté. C'est un pouvoir inscrit dans le système de parenté. Il n'arrive pas à se détacher de la parenté. Autrement dit, dans le langage moderne, il n'arrive pas à s'institutionnaliser. Parce que l'institution, c'est lorsque le social se détache de la parenté. Alors, évidemment, cette relation, vous la trouvez dans la monarchie, parce que la monarchie, c'est une dynastie parentale, n'est-ce pas? Est-ce qu'elle disparaît dans les républiques? Je dis non. Dans les républiques qui pratiquent le suffrage universel, lorsque le pouvoir se concentre en une seule personne, il s'irradie nécessairement sur la parenté. Et donc, le pouvoir harémique que décrit Lelebili dans son livre dépasse le livre, puisqu'on va trouver le même pouvoir harémique dans la période post-hussénite, jusqu'à nos jours. Mais il change de forme, il change de structure. C'est ça l'idéal type. Il y a une forme, mais cette forme prend des figures concrètes selon les contextes. Et donc, ce livre permet de réfléchir sur la nature du pouvoir. Donc, je vais essayer de construire ce modèle du pouvoir harémique. Mais auparavant, j'aimerais aussi mettre en valeur la démarche méthodologique du livre. Alors, c'est une démarche qui s'appuie sur les archives. Alors ça, c'est très important. Les archives, les textes des chroniqueurs, les archives d'ailleurs tunisiennes et même à l'étranger, à Malte, à Gênes, etc. Et donc, Lelebili, sa démarche est très particulière. Elle est habitée par les archives. Les archives l'habitent et la hantent. Et elle plonge dans les archives et on sort avec un texte cohérent. C'est-à-dire à partir de ce fatras, fragment de papier labyrinthique, elle en sort avec un texte cohérent, avec des destins individuels, avec des récits de vie, avec des personnalités. Et j'ai comparé son livre à sa structure à la syntaxe cinématographique. Vous savez, dans la syntaxe cinématographique, vous avez des plans panoramiques, vous avez des plans moyens, et vous avez des gros plans qu'on fixe sur un personnage, sur un objet, sur un geste. Et le livre combine ces trois plans. Donc vous avez une vision panoramique de ce qui se passe pendant cette période, et puis vous avez des portraits. Ce qui caractérise aussi ce livre, et qui est une innovation, c'est qu'il présente les femmes comme acteurs, comme actrices de l'histoire. Et ça, c'est nouveau. Dans l'histoire classique, les femmes sont invisibles. À partir du moment où on invisible les femmes dans l'histoire classique, on invisible la société. Donc on ne voit pas la société fonctionner. Et les historiens parlent de guerriers, d'événements chaotiques, etc. Mais on ne voit pas la société. On ne voit pas surtout les femmes. Hassan Hosni Abdouhab parle de la mère de Mahmoud, fils d'Hussein Bek, Ummu Nasraniya. Voilà, c'est tout. Or, cette dame a toute une histoire. Maria Dominica Doria, qui devient
Mannen, Jannat. Elle a toute une histoire. Elle passe 20 ans au harem, puis se retrouve dans un couvent à Gênes. Et la même chose pour Ramdan Bey, fils d'un rasker d'Alger et d'une captive chrétienne, construit pour sa mère une église. Il y a une ruelle dans la Médina, Zanqt Shma. C'est de là qu'est sortie la mère de Ramdan Bey. Et cet aspect d'osmose entre islam et chrétienté, il y a au moins 8 bey dans les mers sans chrétiennes. Ah, donc le christianisme était là. Et puis il y avait des gens qui... Et c'était réversible, n'est-ce pas? On pouvait changer de religion à l'époque. Il y avait une fluidité extraordinaire. Et ça, c'est très bien décrit dans le livre. Et donc vous avez un livre assez original du point de vue des historiens, parce que c'est un livre qui combine diachronie et synchronie. C'est quoi la diachronie? C'est de suivre les événements dans le flux du temps. Et la synchronie, c'est de couper, de faire des coupes immobiles, des structures. On stoppe le réel pour l'étudier. Vous avez des portraits de femmes, vous avez des personnages. Et alors, il y a dans cette étude l'analyse du harem comme institution qui fonctionne. Et alors, une institution qui fonctionne a une histoire, a une évolution. Et donc, vous pouvez décrire l'évolution du harem. Ça a évolué sur 3 siècles, n'est-ce pas? Alors, il y a plusieurs phases. On peut distinguer les phases. La phase 1, dominée par la course, où les beys recrutaient des esclaves chrétiens qui finissent par se convertir, qu'on appelle désormais les renégats. À cette période, les beys aussi faisaient appel aux tribus, al-A'rab. On cite le cas de Mir al-Akli. Mir al-Akli, qui appartient à la puissante tribu algérienne des Hnanj. Puis il y a la phase 2, dont parlait Leila tout à l'heure, où l'on importait des esclaves de Grèce, de Géorgie, du Caucase, imitant donc les Dey algériens. Puis la phase 3, où l'occupation de l'Algérie par la France, précédée par l'offensive de la flotte anglaise, donne un coup d'arrêt à la fois à la course et au rôle que jouaient les Dey d'Alger dans les conflits internes hussénites, et met fin au schéma récurrent de l'Ébéllion. Vous savez, le schéma classique, c'est ou bien que le rebelle va chez le Dey d'Alger ou le bey de Constantine, ou il va au Djebel Ouslet. Ça, c'est le schéma classique. Ou bien le Dey, ou bien la tribu. Et puis il y a la phase des tanzimettes, libérales. Mais là aussi, l'esclavage est aboli en 1846, mais ça reste dans les textes. Khayreddin achète 4 odalisques, dont l'une est pianiste d'ailleurs, et Ibn Mudiev épouse une esclave noire, dont il a un garçon brun. Et lorsque Khayreddin est obligé de s'exiler, il fait intervenir le sultan pour qu'il lui envoie son harem, resté à Tunis. Et puis il y a la phase, évidemment, de la dépossession du bey de son pouvoir. À partir du moment où le bey n'a plus de pouvoir, le harem change de fonction. On assiste à son déclin. On va vers le mariage monogame. Donc la polygamie n'a plus de sens puisque sa fonction de pouvoir disparaît. On se marie avec les employés et on pratique l'endogamie, c'est-à-dire le mariage entre cousins. Parce que dans le système, Leila l'a montré, on exclut le mariage endogame pour qu'il n'y ait pas de clan parental dans le système. Alors c'est drôle parce que cette tendance à se marier avec la domestique
il y a un homme politique actuel qui en a été victime, c'est Mohamed Nasser. Il y a une rumeur persistante que Mohamed Nasser serait le fils de Mansour Baye. C'est redoutable comme image qui a hanté cet homme. Et il se promenait un jour avec Bourguiba devant les tableaux des Beys, et Bourguiba laisse entendre à Mohamed Nasser qu'il est le fils de Mansour Baye. Et ça vient de cette tendance, à la fin, les Beys se mariaient avec leurs domestiques, avec leurs employés. Puis il y a eu donc la chute du califat, qui est un moment très important. Atatürk supprime le califat et donc supprime le harem. Atatürk est moderne, c'est un spartiate, donc il est bisexuel, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, il met du temps à se marier. Et à un moment donné, il veut occidentaliser le régime politique turc et demande une opposition à la... Il dit, en Occident, il y a l'opposition, il me faut une opposition. Et ses lieutenants, qui étaient autoritaires, lui disent, mais qu'il se marie! Il se marie! Le mariage, ça va, c'est une opposition, là. Il se marie d'ailleurs avec une jeune dame formée en Occident. Il y a donc, dans ce processus du harem, des figures émergent. Et c'est ça ce qui est important. Dans le livre de Leïla, vous trouvez des figures qui émergent et dont elle écrit le parcours, le destin, souvent étrange, souvent dramatique. Alors, je vous donne des noms. Maria Dominica Doria, je vous en ai parlé. Mais il y a aussi Nabaya, al-Bajawad. Il y a aussi Othman II. Il y a Hannouna. Jnayna Baza, une odalisque de Mohamed Bey. Elle introduit un style de vie istanbulien. Elle est vraiment une femme de poigne. Elle se fait construire des demeures à Sidi Bou Saïd, à Manouba, confisque une demeure à Halfawin qui appartenait à Mohamed Mrab, le gendre d'Ahmed Bey. Et puis vous avez Jnayna Baza. Elle préparait la tendance à la mode de la vie sur le littoral. Donc la Marsala, la Goulette, la femme, ça commence à ce moment-là. Hamamnef commence avec Mohamed Bey. Mais Hamamnef était une station huppée, créée par la colonisation. À l'époque, il y avait les modes, n'est-ce pas, françaises, des villes d'eau. Et les Français ont créé Hamamnef. Et parallèlement, Mohamed Bey a créé son palais, etc. Et puis vous avez la grande figure Omar al-Bey Sahib al-Dawla, personnage fascinant. Alors, avec Omar al-Bey, la Bey sort du harem et crée sa Villa Saad. Ah, elle commence à avoir un rôle politique. Elle commence à avoir un rôle politique, elle commence à avoir un rôle pré-national. Elle vient avec elle Nazlihen, c'est une petite fille de Mohamed Ali. Elle débarque à Tunis et en tant que matriarche, elle demande la main d'un grand intellectuel, Selim Bouhaj. Selim Bouhaj est vieux, il décline, il propose son fils. Khalil. Alors, à l'époque, lorsqu'on fonde une famille, ça veut dire qu'on fonde un parti.
C'est ça, la famille, c'est un parti. Le réseau parental a une fonction de parti politique. Donc, vous avez aussi une évolution du site du harem. Le harem, donc, change d'espace, change de structure. Alors, ça change avec... ça commence modestement avec Hussein Ben Ali. Le harem correspondait à une femme étendue, n'est-ce pas? Une famille étendue, avec... Une famille étendue. Oui, c'est pas les Ivalesques. Avec polygamie. Entendu, hein, vous avez dit une femme étendue. Une famille, excusez-moi, une famille étendue. On va les sortir de cette et donc, polygamie, épouse, concubine, etc. Ça s'appelle Darsin, c'est modeste. Et puis avec Ali Bey, ça se fragmente. Le Bey s'isole. Et il appelle sa Géria. Sa Géria, lorsqu'elle vient près du Bey, change de nom. Elle devient Jiwar. C'est drôle ce changement sémantique. Jiwar. Et on va retrouver cette distanciation par rapport au harem. Ahmed Bey aussi va s'isoler à Hamdiya. Il fuit la peste et il fuit le harem. Et puis il y a eu le transfert du harem de l'axe Manouba-Bardo à l'axe maritime. Ça change. Et à Hanoun. Et donc avec un changement de style, etc. Alors, le harem, je disais, c'est une institution. Elle est liée à d'autres institutions. Elle est liée à la Mhalla. Alors, la Mhalla, c'est une institution très importante. C'est une institution du pouvoir itinérant. La Mhalla traverse le pays, elle prend ce que Hussein Hosni Abouel appelle la Jeddah, et donc traverse le Sahel, va jusqu'au Algérie, collecter les impôts, etc. Et au début, le harem accompagnait la Mhalla. Alors, et ils ont une fonction. Ils ont une fonction. Une fonction d'applaudissement, musaffiqat, une fonction de célébration, muhanni'at, une fonction de propagande, musammi'at. Mais lorsque l'armée se modernise, le harem va se détacher. Ça, c'est très important. L'autre fonction du harem, c'est une fonction d'élevage et de mémoire. Élevage, alors, les beys, les princesses n'allaitent pas. Alors, qui allait? Les mourdi'at. Les mourdi'at ont une fonction redoutable. Ils ont la fonction de la mémoire de l'empêchement des mariages. Celles ou ceux qu'elles allaitent n'ont pas le droit de se marier. Et donc, elles ont une fonction de mémoire. Elles sont gardiennes de la mémoire. L'autre aspect aussi qui est très important de la fonction du harem, c'est le rapport à l'institution du bien à bous. Les biens à bous ont une fonction pour les femmes très importante, à la fois pour les œuvres qualitatives et aussi pour les œuvres sacrées, le haramayn. Donc il y a dans le harem la fonction qualitative et la fonction sacrée. Je disais tout à l'heure que le livre de Leila Blili fait des zooms sur des objets, sur des personnages, sur des situations. Par exemple, elle fait des zooms sur les bijoux. Les bijoux, c'est quoi les bijoux? C'est un révélateur. Maintenant, on dirait des indicateurs de l'ascension de la Béa et de sa chute. Son ascension
c'est la parure, sa chute, c'est la dépossession. Ce qui est terrible, c'est tout ça est consigné dans les registres. Lorsqu'elle est dépossédée, lorsqu'elle possède, c'est consigné, et lorsqu'elle est dépossédée, c'est consigné. Donc ça fait le bonheur d'écrire tout ça. J'ai rien récupéré. Et alors, au déclin de la royauté en Tunisie, les réflexes des princesses étaient de cacher les bijoux. C'était toujours une obsession des bijoux. Qu'est-ce qu'elles font? Elles cachent les bijoux et les confient à Tahar Brahmaj. Du coup, Tahar Brahmaj est foutu. Et c'était un prétexte pour le mettre en prison. Mais les bijoux étaient quelque chose qui obsédait. C'était un signe de transfert de pouvoir, n'est-ce pas? Il y a les bijoux, il y a aussi un autre rituel, c'est l'envoi du chapelet. Dans les conflits, lorsqu'on envoie un chapelet, c'est un signe de conciliation. Beaucoup d'éléments existent. L'autre aspect qui me frappe, c'est le rapport aux Bédouins. Donc, on épouse une bédouine pour avoir l'allégeance de la tribu, mais vous avez le phénomène inverse. Vous avez des Mamelouks qui vont se bédouiniser. Ils vont se bédouiniser et deviennent des Bédouins. Il y a un mouvement comme ça. Il paraît que c'est une tradition là mouradite. Vous avez aussi un autre événement, c'est le rapport aux chauffes. Les chauffes ont toujours fasciné et, comment dire, impressionné les Ottomans, les Turcs. Par exemple, le il dit, s'ils n'ont pas envahi le Maroc, c'est parce que le Maroc, c'était des chauffes. Et les chauffes, donc descendants du prophète, lorsque le bey se marie à une chauffa, il pratique un mariage matrilocal, c'est-à-dire il laisse la femme chez ses parents. Si on essaie, vous savez, les sociologues, les anthropologues veulent toujours théoriser quel rapport dans cette configuration existe entre patriarcat et matriarcat. Nous sommes évidemment dans un système patriarcal, ça c'est évident. Mais le matriarcat a une marge de manœuvre. Elle intervient dans les combinaisons matrimoniales, on vous l'a dit, dans l'accès des fils favoris au pouvoir. Elle agit dans les alliances, participe à des complots meurtriers. Elle gère les biens à bouche et parfois font une activité d'affaires. Et elle pratique des alliances stratégiques. Leila Bili vous a montré le rôle des Mamelouks, le fait de marier ses filles à des Mamelouks. Alors, le problème des gendres. Les Mamelouks, quelle est leur particularité? Ils n'ont pas de généalogie. On leur donne des patrimoines liés à leur fonction. Et ils portent souvent le patrimoine de Ben Abdallah. Ils ne peuvent disposer de lignage patrilinéaire. Ils n'ont aucune autonomie. Ils restent sous l'autorité patriarcale du bey, dont ils deviennent autoritairement les gendres, et se retrouvent sous l'autorité informelle de leur épouse princesse. Lorsque ces princesses épousent des fils de famille, ces derniers se retrouvent dans une zone de perturbation dangereuse.
et ils risquent le même sort que les Mamelouks. C'est quoi? Assassinat, emprisonnement, dépossession. C'est le cas de Chiboub, d'Elbien et de Morab Kerwani. À cette occasion, c'est terrible cette histoire de gendres qui sont frappés de malédiction. Ils terminent toujours très mal. Là, vous parlez de Mohamed Bey qui dépossède Morab, l'humilie et le séquestre dans une chambre au palais. Et Chiboub aussi. Et cette espèce de malédiction des gens continue jusqu'à notre jour, jusqu'à aujourd'hui. Parce que le Chiboub dont je vous parle, il a un descendant qui a eu le même sort actuellement. Il y a une connexion parentale. Et mon ami que je connais, Tawfiq Tourjman, qui est descendant de renégats, a subi la foudre du harem de Bourguiba. Foudre terrible. Les gendres, c'est une situation redoutable. Mais les gendres permettent de contrôler le pouvoir. Donc, par l'intermédiaire des femmes, le bey contrôle sa classe dirigeante. Et en empêchant les mariages consanguins entre princes, le système évite la domination agnatique d'un clan aux dépens d'un autre. Et il parle de classe dirigeante castrée, qui n'est pas en mesure de constituer le lieu de naissance d'une conscience nationale. Évidemment, la conscience nationale ne fut pas incarnée par un bey, ou un prince. Elle fut incarnée par un autochtone. Il y a donc un pouvoir matriarcal, mais c'est un pouvoir précaire. C'est lié au bey. Il y a même des princesses qui souffrent de la faim lorsqu'elles sont déchues. Elles sont reléguées dans des lieux. Le Bardo devient une espèce d'asile de relégués pour ex-princesses. Elles sont dépendantes. Mais il y a un matriarcat prévoyant. Hein? Les combinaisons, les alliances, les affaires, le habous comme système de protection. Elle joue sur ça. Celle qui arrive à... J'ai construit un modèle, je ne sais pas si j'ai le temps de le faire, un modèle que j'appelle un modèle anthropologique et archéologique. Alors c'est quoi? 3-4 minutes? 5 minutes. Alors 5 minutes. Je négocie. J'accepte. Anthropologique parce que c'est une structure. Archéologique parce que ça remonte aux origines. Et donc il y a des strates archéologiques. Alors, vous avez le modèle matriciel islamique, non, originel. Alors c'est quoi ce modèle? Il est basé sur la tribu, la polygamie, la polygamie et donc, et le patriarcat. Bon. Et puis, tout ça, donc, je répète, endogamie, polygamie, patriarcat et tribalisme. Ça, c'est l'origine de l'État islamique. Et vous avez des fonctions de légitimation, le Coran, le Hadith et la Sharia, qui règlent, qui régulent et qui légitiment. Vous avez le modèle, deuxième niveau du modèle, c'est le modèle ottoman. Le modèle ottoman, évidemment, c'est un empire, c'est l'armée, mais vous avez polygamie et vous avez une recherche d'ethnie, et une recherche d'autonomie vis-à-vis de la société.
le pouvoir doit être autonome par rapport à la... Donc, pas de mariage, pas de parenté, etc. Donc, on recrute dans les esclaves, et puis on a la polygamie, et on a le système de l'épouse officielle et de la concubine. Épouse officielle et concubine. Et attention, la concubine a un statut licite légal, n'est-ce pas? Puisque son enfant est reconnu, et souvent, dans le modèle ottoman, la sultane est une esclave. C'est une concubine, n'est-ce pas? Et le pouvoir, autre élément très important, le pouvoir s'incarne dans le corps du sultan. Donc c'est bien que le changement de pouvoir, ça veut dire liquidation physique. Et les liquidation physique se faisait par l'étranglement, pour ne pas déverser le sang royal. Alors, le troisième niveau, c'est le modèle hussénite. Les janissaires viennent en tant qu'hommes, se référant à un système patriarcal. Ce n'est pas une tribu. Il n'y a pas de relation agnatique. Donc, l'équation khaldounienne ne peut pas fonctionner. Il ne peut pas créer une asabi. Qu'est-ce qu'il crée? Il crée une entité ethnique fictive. Évidemment, il y a la souche turque, mais il recrute dans les renégats, il recrute dans les esclaves, il recrute dans les... Et ils ont essayé donc de préserver cette entité. Donc, cette entité polygamique. Pourquoi? Pour se multiplier, parce que la mortalité infantile est très forte. Polygamie diversifiée chez les tribus et chez les esclaves, les captifs de course, et ils se sont coupés de la société. Vous savez, le dey en turc signifie oncle maternel. Et donc, c'est un système matriarcal qui se moule dans un système patriarcal. Donc, les femmes jouent un rôle très important. Pourquoi? Parce que les femmes produisent les princes, le pouvoir. Et en créant cette entité fictive, parce qu'ils ne sont pas tous turcs. Mourad Kurs, c'est un renégat. D'ailleurs, Othman Bey aurait donné ses filles à des Mouradites, n'est-ce pas? Mais il crée cette fiction de l'ethnie autonome pour se couper de la société et s'imposer en tant que pouvoir autonome et auto-régénérateur. C'est ça le modèle. Alors, à un moment donné, la polygamie n'a plus de sens, elle disparaît, parce que, voilà, et on devient monogame, mais en devenant monogame, le harem polygame disparaît, mais le harem monogame persiste. Et voilà. Très bien, merci beaucoup. Bah, écoutez, merci pour cette lecture très riche. Moi je le suis bien parce que c'est des choses auxquelles je n'ai pas réussi à conceptualiser, mais ce matriarcat, non, mais c'est très éclairant en tout cas de voir la lecture anthropologique que vous avez faite de l'ouvrage. Et avant de donner la parole à la salle et de poser des questions, moi j'ai deux petites questions, Leïla, justement sur cette histoire de patriarcat, matriarcat. Est-ce que, j'ai pas lu l'ouvrage, je te l'ai dit, j'ai pas lu non plus ta bibliographie, et donc je me demande, est-ce que tu as été inspiré, est-ce que tu as pris des modèles chez des anthropologues qui ont travaillé sur des sociétés matrilinéaires pour penser cette histoire du pouvoir qui passe par les femmes, je ne sais pas, que ce soit chez les Touaregs ou en Mauritanie ou peut-être même
Comores ou ailleurs, enfin en termes d'inspiration, parce que quand on travaille, il y a les données, il y a les questions, puis il y a les inspirations aussi. Et une question qui est directement liée à ça, si un bey transmet le pouvoir à ses gendres, qu'est-ce qu'il fait de ses fils? Qu'est-ce qu'on fait des fils si on transmet par les gendres et donc par les filles? Puis peut-être une dernière parole, c'est juste une remarque sur les histoires de diachronie et de synchronie. Ça m'a fait penser à quelque chose que j'ai appris pas plus tard qu'hier. Il paraît qu'il y a une nouvelle forme cinématographique qui est en train de voir le jour, après les web docus qui nous ont fait tourner en rond comme des hamsters sur nos ordinateurs. Il y a quelque chose qui s'appelle des films photographiques. Et donc ils combinent cette question de la diachronie du film avec des arrêts sur image photographiques. Bon, ça m'a juste fait penser à ça en vous entendant, mais voilà, sur la question du... J'attends d'autres questions peut-être. Peut-être, oui, si tu sais. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, 1, 2, 3, et bien on va commencer comme ça. Alors, oui, merci. D'abord, je me présente, Oussard Yassine, doctorant en École supérieure d'économie. Donc, ma question est très simple. Qu'est-ce qui a empêché la dynastie ottomane qui dirigeait Tunis à l'époque de ne pas adopter le système d'héritage père en fils? Parce que, selon mes informations, surtout à l'époque de Monsef Bey et Mohamed Lamine Bey, le plus âgé de la famille, c'est lui qui est le prochain héritier. Oui. Donc j'aimerais bien avoir juste l'empêchement de ne pas adopter le système d'héritage père en fils, comme le Maroc. Et merci. Voilà. Vous avez une question? Merci Leïla pour cette présentation. Je vous félicite pour ce livre, aussi pour la parution de ce livre. Je pensais qu'il avait déjà... J'ai appris sa parution il y a une année, je pense. Il est au mois de mai, il est sorti au mois de mai. D'accord. Moi j'ai une petite question. Je m'inscris dans cette ouverture de l'histoire au monde de l'Empire ottoman et de la Méditerranée. Et je voudrais dans ce sens savoir des éclaircissements à propos de la relation entre la reine husséinite et le harem à Istanbul. Je vois qu'il y a un peu de similitude dans la mesure, par exemple, pour le mariage des princesses qui se marient à Istanbul avec des mamelouks. C'était des noms musulmans à la base. C'est des musulmans, mais à la base des noms musulmans. Et cette relation, donc cette vision et le changement de la vision par rapport à la reine en général, qui a été dépeint comme un lieu de loisirs et de plaisir et d'extravagance. Il y a Leslie Pierce qui dit que la reine ressemble plus à un couvent qu'un lieu de débauche. Parce que c'est l'image de débauche. Et enfin, je finis avec l'événement dont parle une de vos étudiantes qui a travaillé sur les princesses husséinites et qui a montré que, moi ça m'a marqué, c'était émouvant aussi, lorsque la dynastie ottomane elle a été dispersée par Kemal Atatürk, on ne savait pas quoi faire avec l'eunuque, c'est-à-dire comment on appelle ça, il s'appelle le Kizlar Arası. Kizlar Arası, c'est-à-dire l'eunuque du gardien du seuil du harem. Et donc c'était les Français qui se sont, c'était les Français qui ont transporté, qui ont amené le dernier eunuque d'Istanbul via Marseille à Tunis. Ça prouve aussi qu'il y a un certain lien entre, il n'est pas allé nulle part, il est venu vers Tunis. Ça, je ne savais pas qu'ils sont venus. Ah, mais il y avait 17 eunuques. Bon, je reviendrai sur les eunuques. Une autre question. Bonsoir, merci pour cette présentation qui était très enrichissante.
Alors, ma question est sur quelle base d'archives vous êtes basé? Est-ce que c'est des récits ou des correspondances? Ma deuxième question, par rapport au Kourgouli, en Algérie, la famille Kourgouli existe toujours. Je viens de la région de Tlemcen, il y a beaucoup de familles qui portent ce nom. Alors pourquoi ils avaient le droit de se marier et s'intégrer, et pourquoi à Tunis, non? Ce n'est pas le cas. Je veux bien comprendre. Alors, est-ce que tu peux prendre encore une question? Oui, bien sûr. Et après, des petites, s'il vous plaît. Paul. Et je voulais vous demander si le harem c'était vraiment le monde de la société normale mais renversé, comme on dit souvent, parce que bon, vous avez travaillé sur les mariages et la famille dans la société tunisienne à la fin de l'Empire ottoman, de la domination ottomane, et est-ce que vraiment ce serait l'inverse? Est-ce que le harem correspond à l'inverse? Parce qu'on a beaucoup insisté sur justement le mariage matrilinéaire avec le contrat. Bon, c'est quelque chose qui est aussi important, et voilà, parce que... D'accord. Et donc, dernière question, Daniela. Petite question. Je n'ai pas lu votre ouvrage et je ne suis pas une historienne, donc je ne connais pas l'histoire de les détails, mais j'ai lu beaucoup les ouvrages de la sociologue marocaine Fatima Mernissi, notamment quand elle décrit le harem comme un dispositif de pouvoir, mais aussi dispositif déstabilisateur, quelque manière d'un pouvoir préconstitué. Notamment quand elle parle de la défiance des femmes de la harem à la fitna, donc à l'attribution de certaines caractéristiques à la femme, de fascination, de carreau et tout. Et je ne sais pas si dans l'ouvrage ça émerge aussi cette fonction de la harem, pas seulement comme clé dans l'établissement d'un certain pouvoir, comme un dispositif de pouvoir, mais aussi comme notamment quelque chose, enfin un dispositif, un système qui défie les pouvoirs que l'Empire ou les systèmes bécals essayaient de constituer à l'époque. D'accord, je vois que tu as de quoi faire. De quoi faire. Alors, on va commencer par les archives. Je ne veux pas suivre les archives. Les archives, c'est très compliqué de travailler sur les femmes. Alors, il y a des textes habous d'abord. Tout ce qui est texte juridique, c'est ce qu'il y a de mieux pour... Là, ils sont obligés de dire quelle est la femme, de nous donner tout ce qui... Alors, les actes de mariage, quand j'en trouve, les textes habous, quand une femme constitue un habous, il y a les dépenses du harem. Nous avons des registres de dépenses qui sont absolument fabuleux. Quoi encore comme... ça tourne autour de ça, essentiellement des documents d'ordre juridique. Alors, plus quelques témoignages, soit de chroniqueurs, Abiliev est une source extraordinaire, parce qu'il vivait dans le palais. Donc, et puis aussi, il y a des consuls étrangers, etc., qui sont autorisés à visiter le harem. Donc, ce que j'ai fait, moi, c'est réellement un travail archéologique. Hein. Quand je dis une archéologie de la connaissance, c'est-à-dire vraiment rassembler des bribes, c'est pour ça que ça m'a pris autant de temps. Est-ce qu'il y a des correspondances? Exemple, comme correspondance. Des consuls, très peu, d'une femme. J'en ai trouvé 2 ou 3 dans les archives, mais des correspondances internes. C'est-à-dire une femme qui écrit à une autre femme, et puis la lettre a été... J'en ai trouvé 3. Vraiment, c'est de vraies reliques. Sinon, les correspondances entre les beys eux-mêmes, ils parlent de temps en temps des femmes. Mais de temps en temps, tu as un beau document où c'est écrit « Litna ben Sidna », la fille de notre Seigneur, et tu ne sais ni qui est le Seigneur, ni qui est la fille. Il y a beaucoup de documents que tu n'arrives pas à... Donc, de ce point de vue-là, mais je dis que ce sont les documents juridiques qui sont les plus pertinents. Les actes de mariage, etc. Donc, je rejoins ta question sur qu'est-ce qui m'a inspiré. Je te dis, moi, j'ai fait une archéologie, c'est-à-dire que j'ai fait d'abord de la reconstitution. Bien sûr, j'avais le modèle du matriarcat, j'avais des études anthropologiques sur le mariage dans les sociétés matriarcales et la transmission aux gendres, etc. Mais si tu veux, moi je ne suis pas partie de concepts
je suis partie à la recherche, à une reconstitution. D'accord. Alors, pour la question de la primogéniture, non, les beys, ce sont les deys qui ne peuvent pas transmettre à leur fils. Oui. Les deys, parce que c'est un pouvoir militaire. Et les beys, au contraire, les beys, ils veulent constituer une monarchie. Le XVIIe siècle tunisien est un XVIIe siècle très peu travaillé parce qu'il n'y a que des guerres. Et moi j'ai un petit peu décortiqué ces guerres dans le volume 2, pas dans celui-là. Et justement, c'est une lutte entre un pouvoir militaire, celui des Deys, et un pouvoir civil, celui des Beys. Même si les Beys commandent l'armée, la Mahalla, ça reste quand même un pouvoir civil. Comme aujourd'hui le président de la République, c'est un civil, mais il est le chef des forces armées. Donc ce sont les Deys qui ne peuvent pas transmettre à leur fils. L'armée n'est pas dans l'hérédité. Donc le XVIIe siècle tunisien, c'est le contraire de l'Algérie. L'Algérie, regardez un petit peu le rôle de l'armée en Algérie aujourd'hui. C'est l'histoire en fait des deux pays. À Tunis, on a bifurqué vers un régime monarchique et civil. Et à Alger, et le Dey, alors il a disparu progressivement pour devenir à la fin du 19e siècle, là au milieu, le Daouleti, c'est-à-dire c'est le chef de la police municipale. Et l'institution du Dey, elle n'a pas disparu, mais elle a commencé à perdre de ses prérogatives et jusqu'à devenir le simple, comment dire, chef de la police municipale, le Dey. Donc, en fait, c'est une rivalité entre pouvoir militaire et pouvoir civil qui a fini par la victoire du pouvoir civil, celui des Beys, aussi bien monadique que... Et parmi les Beys, c'est la primogéniture, c'est-à-dire le plus âgé de la famille, et ce qui n'a pas manqué de poser des problèmes. On n'est pas dans une transmission en lignée directe, verticale. On est dans parce que c'est le système tribal. C'est le système tribal en fait. Et dans la tribu, c'est le plus vieux de la famille qui a l'autorité. Une monarchie qui a... Et ça n'empêche que pour la monarchie husseynite, ça a été une guerre constante. Cette histoire de primogéniture, elle l'a en lignée directe. Dans le livre, moi je décris. Il y a eu beaucoup de crises à cause de ça. Généralement, on a envie de transmettre à son fils directement. Donc il y a eu pas mal de... Et entre autres, un complot où les femmes ont joué un rôle très important. C'est Maître Mahmoud au pouvoir. Alors, Taou le harem. Entendons-nous bien, le harem, le terme harim, ce n'est pas du tout le harem colonial, développé par l'ethnologie coloniale, où on a des femmes lascives. Et d'ailleurs, au palais du Bardo, il n'y a même pas un endroit qui s'appelle harim, ça n'existe pas. Le harim, c'est l'ensemble des femmes. C'est l'ensemble des femmes, et pas seulement les femmes, les épouses ou les concubines, c'est les filles, les brus, les nièces, parce que toutes vivent on est dans un système matrilocal. Quand la fille se marie, contrairement au reste de la société, elle reste dans le palais, elle reste chez son père. C'est le système de la matrilocalité. Donc ce sont les hommes qui, comme c'est des mamelouks, donc on n'est pas du tout dans cette vision de sexualité débordante, etc. On est vraiment dans un... Et d'ailleurs le harem de Tunis, là où le maximum, Mohamed Bey, qui était porté sur les femmes, il avait 90 femmes. Mais pas à lui, 90, il y a l'ensemble des femmes qui vivent dans le palais. On a une liste. Et alors, donc, Zed al-Harem, pourquoi il est politique? Parce que il va distribuer les femmes aussi. Quand il veut attirer quelqu'un dans le pouvoir, généralement, il lui donne une femme du harem. Donc, il faut vraiment effacer complètement l'idée de l'ethnologie coloniale sur les harems, un lieu de sexualité débordante.
Et du reste, il y a beaucoup d'homosexualité dans le harem aussi, hein. Parmi les beyes, beaucoup sont homosexuels, beaucoup de mariages qui sont juste sur le papier, et même dans le mode de fonctionnement. Ça ne fonctionne, elles ne vivent pas, on n'est pas dans la promiscuité. Elles vivent dans des appartements familiaux. Là. Chaque épouse, chaque concubine, parce qu'on nous décrit. Attends, on leur distribue quotidiennement la nourriture, donc on a des listes, c'est des petits appartements. Donc où la femme en fait vit avec ses enfants et le bey a lui-même sa propre sofra, sa propre table. Et ce sont les femmes qui se déplacent chez le bey. Alors les eunuques maintenant, les eunuques c'est forcément ils ont un rôle très important. Ce qui est bien, c'est que les eunuques sont, comment dire, en cas de guerre civile, en cas de massacre, ils sont transmis comme les femmes. Les eunuques sont exactement considérés comme les femmes. Les eunuques de mon rival, de mon bey rival, je ne les tue pas. Alors, parce que le système fonctionne dans la récupération. Deux beys s'entretuent, et le bey vainqueur, il va récupérer et le harem et les eunuques. Les eunuques aussi sont comment dire, un bien. Sont un bien, et surtout ils sont, comment dire, ils sont pleins de sérénité. Sérénité, je t'explique. Il y a des enfants, forcément dans cette violence dont j'ai parlé, les enfants sont aussi des victimes de violence, là, ouais, parce qu'on va tuer des enfants devant leur mère, on va dans les moments de crise. Et très souvent, ces enfants sont réfugiés auprès des eunuques. Les eunuques restent comme des figures de stabilité dans le harem. Donc, en 1924, il y en avait 17 à Tunis, transmis depuis... Bon, après, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Je pense que... Mais c'est l'histoire qu'il y en a un qui est venu d'Istanbul. La comparaison, c'est sûr que le harem de Tunis a commencé à s'inspirer du modèle stamboulien depuis la guerre civile, depuis que les fils de Hassim Ben Ali ont passé 15 ans à Alger. C'est à Alger qu'ils ont vu que le harem fonctionne autrement. Bon, ils étaient plus dans les tribus, dans les captives génoises, voilà. À Alger, ils ont découvert un autre mode de fonctionnement. Alors, Ali Bey ou Mohamed Rachid sont arrivés avec leurs odalisques géorgiennes, Mahbouba al-Gorgia, Fatma al-Gorgia, Khadija. Et ce sont des femmes impliquées dans elles sont éduquées pour le politique, tu vois, pour l'art, voilà, le politique. Elles interviennent. Mahbouba al-Gorgia, moi je suis presque sûre que c'est elle qui a incité son mari à changer les règles de primogéniture. Quand Ali Bey, il a écarté son neveu, il a mis son fils. Il y a certainement Mahbouba derrière ça. Et donc le rôle politique, c'est la légitimité finalement. C'est comme le harem. Les sorties du harem, c'est extraordinaire. On n'en a pas beaucoup de décrits. Mais quand elles sortent, on fait du bruit. Et tout le pays sait que le harem accompagne le bey. Avec ses aralatats, c'est très institutionnalisé. Alors, puis on a une description assez fabuleuse à travers les dépenses. Donc, alors l'armée se déplace avec le harem, pas tout le temps. En temps de crise, on laisse les femmes au palais. Mais quand elles se déplacent, là où elles passent, on fait du bruit et on apprend que le harem se déplace. C'est de la légitimité. C'est un, comment te dire, du prestige. Plus que le prestige. Quand on sait que dans le harem, il y a telle famille qui est représentée, c'est une forme c'est une recherche de légitimité. La dernière question, c'était... Ah non, c'était les sources. Ok, j'ai commencé par vous. Voilà. S'il y a encore... il y a quelqu'un à qui je n'ai pas répondu, peut-être. Oui, alors... Sur la société... Ah oui. C'est le mode de vie.
je t'explique par exemple, quand je préparais il y a un travail j'ai fait une enquête orale auprès des familles de la Marsa, parce que c'était des beys à Bishaba, la question qui revenait tout le temps, est-ce que c'est vrai que l'un des beys a épousé 2 sœurs? Parce que l'un des beys du XXe siècle aurait épousé 2 sœurs, ce qui est interdit. On peut épouser 2 filles quand l'une est morte, mais pas en même temps. Et parce que dans l'imaginaire des habitants de la Marsa, le palais est un lieu de désordre. Où on n'est pas du tout dans la hiérarchie conventionnelle. Ce ne sont pas les hommes qui commandent dans le palais, à part le bey du trône. Alors, parce que les princes sont sous tutelle. C'est ça qu'il faut le savoir aussi. Les beys sont sous tutelle. Ils ne peuvent ni se marier sans l'accord ni répudier, ni acheter une maison, ni vendre, ni même donner des prénoms à leurs enfants. Donc c'est pour ça que je dis que le pouvoir est émasculé, il est castré. Il est castré. Donc sous tutelle de la porte, tu veux dire? Non, du bey du trône, de Tunis, du bey du trône. Il y a un texte, il y a des textes, et même ce texte, il a été renouvelé à l'époque coloniale, d'ailleurs, Sadar Bey l'a fait, pour dire que les princes sont entièrement sous tutelle. Donc, pour la population, en fait, épouser un bey qui n'a aucune autorité, si vous voulez, ce n'est pas dans les... si tu veux, dans la culture du pays. Et ce sont les femmes qui... et puis, la distribution de nourriture, elle est donnée aux femmes. Ce sont les... on n'est pas dans la norme sociale où c'est l'homme qui dépense, etc. Non, puisqu'il y a ce qu'on appelle les droits coutumiers, où les femmes, les maisons, reçoivent tout ce dont elles ont besoin pour confectionner les repas de fête, etc. Donc l'homme n'est pas du tout dans le rôle habituel d'acheter, de nourricier. C'est la mère qui est nourricière. Donc tout ça donne, si vous voulez, un rêve aux pratiques complètement inversées, à une espèce de désordre, un non-respect de la hiérarchie homme-femme, où on épouse des esclaves, où les esclaves ont du pouvoir. Là aussi, c'est quand même une idée qui est complètement bizarre, étonnante pour la société. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être avant de lever la séance? Je crois qu'entre vos 2 lectures, on n'a plus qu'à lire le... Bon, il faut le lire. Bon voilà, moi juste pour dire que moi j'ai eu des problèmes qui m'appellent Sibokra, de faire ce choix entre la synchronie et la diachronie. Bon, moi je reste historienne, hein. J'aime bien la description, j'aime bien suivre la chronologie, ça ne fait pas très savant, j'aime bien suivre là. Et de temps en temps, c'est vrai que je fais des portraits de femmes. Alors, ce qui facilite la lecture, c'est justement de le lire, parce que moi, mes filles l'ont lu, m'ont dit « Maman, tu mets trop de détails ». Oui, mais que veux-tu, moi, des détails, pour les trouver, je me suis crevé les ménages, pas pour les laisser dans l'ordinateur. Alors, je leur ai dit « Lisez-le, en fait, par bey ». Et à 22 beys, je crois, et ben vous prenez le premier. Un bey par jour. Un bey par jour. Et parce que sinon, c'est vrai, il y a une profusion d'informations. Et encore, je peux vous dire que dans l'ordinateur, il y a de quoi faire votre bouquin. Mais ces données ont été tellement difficiles à recueillir d'abord, et puis à réaliser, à articuler. C'est pour ça que... Donc, je vous conseille, pour ceux qui veulent le lire, honnêtement, ça vaut la peine de le lire. Mais lisez-le bey par bey. On commençait par Sin Ben Ali, et c'est la seule manière d'ingurgiter. On va suivre le mode d'emploi. Je suis sociolinguiste par rapport aux actes, les archives. La langue présente dans les actes, c'est quelle langue? Wallahi, c'est l'arabe assez proche du dialectal. Vous n'êtes que de l'arabe. Les notaires écrivent d'une manière un peu
Elle peut parler. Je pense que la question, c'est, vous voulez savoir s'il y avait de l'osmanli, par exemple. S'il y avait d'autres langues. De toute façon, la correspondance entre Istanbul et Tunis était en langue ottomane, mais jusqu'au XVIIIe siècle. On ne voit pas. Quelques firmes, tu vois. Mais ça s'arabise au mais on ne les a pas trop trouvés. On trouve plutôt les traductions. Tu vois, ça, on est allé. Mais les notaires n'écrivent pas en turc. Hein. Les notaires, les documents que j'ai utilisés, les habous, tout ça est en arabe. Bon, les textes habous, ils sont stéréotypés. Les notaires, non, les notaires écrivent en arabe. Mais les firmants, forcément, ils sont en langue turco, en langue ottomane. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on peut moi, je voulais savoir, des comptes rendus de ton... Parce que il faut demander à... Tout donner. Pour